Cardigan. Chapitre 5. Mon corps. Qui qu'il fût, son propriétaire habituel trouvait peut-être normal que ses omoplates soient aussi raides et crispées. Après tout, ils n'avaient pas de point de comparaison. Et si on leur avait demandé comment étaient leurs propres épaules, ses semblables auraient sans doute fait la réponse universelle. Normal. Je me sens normal. Je me sens moi-même. Et si je parlais un jour à l'assassin dont je portais le corps, je serais ravi de l'informer combien ses perceptions étaient erronées. Je me dirigeais vers les toilettes et, par la force de l'habitude, entrais chez les dames. Les premières minutes sont toujours les plus délicates. Assis derrière la porte fermée d'un box dans les toilettes des hommes, je fouillais les poches de l'assassin. Je portais 4 objets sur moi. Un téléphone éteint, un pistolet dans un holster d'épaule, 500 lires turques en liquide et la clé d'une voiture de location. Rien d'autre, pas même un emballage de caramel. Bien que le manque de preuves ne constitue pas une preuve en soi, il n'existe pas 36 façons d'expliquer le fait qu'un homme se balade avec une arme à feu mais sans portefeuille. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il s'agit d'un assassin. Je suis un assassin. Sans le moindre doute, envoyé pour me tuer. Pourtant, c'était Joséphine qui avait péri. J'envisageais diverses façons de tuer mon corps. Du poison, ce serait plus facile qu'une arme blanche. Une simple overdose d'un produit suffisamment toxique et, avant même les premières manifestations de douleur, je serais déjà parti, un inconnu regardant mourir cet assassin. J'allumai le téléphone portable. Il n'y avait pas de numéro enregistré dans le répertoire. Aucun signe indiquant que l'appareil n'avait pas été acheté le jour même sur un stand à la sauvette. Je m'apprêtais à l'éteindre lorsqu'il reçut un message. Un seul mot. Circé. Je regardais l'écran un moment, puis appuyais sur le bouton rouge, éjectais la batterie et glissais les 2 morceaux dans ma poche. 500 lires turques et la clé d'une voiture de location. Je serrai cette dernière dans ma main, sentis les indentations me mordre la peau et savourais l'idée qu'elle pourrait me faire saigner. J'ôtai ma casquette et mon blouson de baseball, ce qui exposa le pistolet dans son holster d'épaule. Je m'en défis aussi, le fourrai au milieu du ballot et jetai le tout dans une poubelle. Désormais vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt blanc, je sortis des toilettes et pénétrai dans le magasin de fringues le plus proche en souriant aux vigiles plantés à l'entrée. J'achetai un blouson marron doté de 2 fermetures éclairs dont la seconde ne semblait avoir aucune utilité pratique, une écharpe grise et un bonnet en laine assorti que j'utilisais pour dissimuler mon visage autant que possible. 3 policiers étaient postés près des grandes portes vitrées qui séparaient le centre commercial de la station de métro. Je suis un assassin. Je suis un touriste. Je ne suis personne d'important. Je passais près d'eux sans leur prêter la moindre attention. Le métro était fermé. Des foules d'usagers en colère se massaient autour des employés débordés, protestant. « C'est un scandale, c'est un crime. Vous rendez-vous compte de ce que vous nous infligez? Une femme est peut-être morte, mais pourquoi cela devrait-il gâcher notre journée ?» Je pris un taxi. Cevahir est l'un des rares endroits à Istanbul où on en trouve facilement, car après avoir dépensé autant de fric, les gens n'en sont plus à ça près, ce qui les dispose à se montrer généreux envers les chauffeurs. Tout en déboîtant pour s'insérer dans la circulation, le mien me jeta un coup d'œil dans son rétroviseur et parut satisfait d'avoir fait d'une pierre 2 coups en ramassant non seulement un client, mais un client étranger. Il me demanda où j'allais, et son cœur dut se gonfler de joie lorsque je répondis « à Pera », colline couverte d'hôtels de luxe dont les pensionnaires naïfs, ensorcelés par les rivages du Bosphore, laissent toujours des pourboires extrêmement généreux. « Vous, touriste ?» demanda-t-il en mauvais anglais. « Non, voyageur », répondis-je dans un turc excellent. Surpris d'entendre sa propre langue, il s'enquit. « Américain ? Qu'est-ce que ça peut faire ?» Mon manque d'amabilité ne le découragea pas. « J'adore les Américains », me confia-t-il tandis que nous avancions à une allure d'escargot dans les embouteillages de l'heure de pointe. La plupart des gens d'ici les détestent. Ils les trouvent trop bruyants, trop gros, trop idiots. Mais moi, je les adore. Et s'ils commettent de telles atrocités, c'est uniquement parce qu'ils sont gouvernés par des pêcheurs.
Je trouve ça bien qu'ils s'efforcent quand même d'être des gens bien. » »« Vraiment ? » ?»« Oh oui, j'ai rencontré des tas d'Américains. Ils sont toujours très, très généreux, et ils se montrent extrêmement amicaux. » Le chauffeur continua à déblatérer au tarif d'une lire turque supplémentaire par tranche de 400 mots enthousiastes. Je le laissais faire, regardant bouger les tendons de mes doigts, caressant les poils de mes avant-bras, tâtant la longue ligne de mon cou et l'angle qu'il formait en rejoignant ma mâchoire. Ma pomme d'Adam montait et descendait quand je déglutissais, ce qui était tout nouveau et fascinant après 3 mois passés dans le corps de Joséphine. « Je connais un très bon restaurant près d'ici, » s'exclama mon chauffeur comme nous tournions dans les étroites rues pavées de Péra. « Le poisson y est fameux. Vous leur direz que c'est moi qui vous envoie, et que j'ai dit que vous étiez un brave type, et ils vous feront une ristourne, c'est sûr. Oui, le propriétaire est mon cousin, mais je vous jure que c'est la meilleure table de ce côté de la Corne. » Quand il me laissa au coin de mon hôtel, je lui donnai un bon pourboire. Je ne voulais pas me distinguer du reste de ses clients. Il n'existe que 2 noms municipaux populaires à Istanbul. Süleyman, pour un restaurant ou un hôtel, et Atatürk comme l'aéroport, la station de métro et le centre commercial. Une photo du dit Atatürk orne le mur derrière chaque caisse et chaque distributeur de billets de la ville, et malgré le drapeau européen qui flottait à côté de son drapeau turc, le Sultan Süleyman Hotel ne faisait pas exception à la règle. Dans cette monstrueuse bâtisse de style colonial français, les cocktails étaient ruineux, les draps fraîchement repassés, et chaque baignoire faisait la taille d'une piscine. J'avais déjà séjourné ici dans diverses pots. À présent, un passeport enfermé dans le coffre-fort de la chambre 418 déclarait qu'ici avait séjourné une certaine Josefina Kozel, citoyenne turque, propriétaire de 5 robes, de 3 jupes, de 8 chemisiers, de 4 pyjamas, de 3 paires de chaussures, d'une brosse à cheveux, d'une brosse à dents et de 10 000 € en liquide, emballés sous vide et soigneusement empilés. Heureux le concierge qui finirait par forcer ce coffre et s'emparer du butin qui ne serait jamais la récompense de Joséphine Sebula, laquelle, à ce moment-là, reposerait en paix dans une tombe anonyme creusée par la police. Je n'avais pas tué Joséphine. C'était ce corps qui l'avait assassinée. Il serait si facile de mutiler sa chair. La police n'avait pas encore débarqué à l'hôtel. Le corps de Joséphine ne portait aucun papier d'identité, mais tôt ou tard, quelqu'un ferait le rapprochement entre la clé suspendue à une breloque en bois et la porte de sa chambre. Alors, des flics en uniforme blanc, armés de sacs en plastique transparent, feraient une descente ici, et ils découvriraient les jolies choses que j'avais achetées pour mettre en valeur les courbes naturelles de son corps, que je comptais lui laisser en cadeau d'adieu lorsque nous nous séparerions. Mais le temps qui s'écoulerait jusque-là était mien. J'envisageais de remonter dans la chambre pour y récupérer l'argent, puisque mes 500 lires turques fondaient à vue d'œil, mais le bon sens me le déconseillait. Où entreposerais-je mon corps actuel pendant que j'emprunterais celui d'une femme de chambre? Au lieu de ça, je descendis la rampe en ciment jusqu'au parking, encore plus universellement ennuyeux que le Starbucks de Cevahir. Je sortis la clé de voiture de ma poche, et tout en m'enfonçant dans le sous-sol de l'hôtel, je scrutais tous les pare-brises et toutes les plaques d'immatriculation en quête d'un numéro de location, pressant le bouton de déverrouillage à proximité de toutes les voitures qui auraient pu correspondre, et attendant que des clignotants s'allument, même si je n'avais que peu d'espoir de réussite. Mais mon assassin s'était montré négligent. Il m'avait pisté jusqu'à cet hôtel, et il avait utilisé le parking de l'établissement. Au 3e sous-sol, 2 lumières jaunes accueillantes me firent signe, depuis l'avant d'une Nissan gris argenté.